Bonsoir à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir ce soir pour un moment unique dans l'histoire de ce MOOC. Et ce moment unique, eh bien, c'est un grand plaisir eh bien, de le mettre en scène ce soir puisqu'il s'agit d'un atelier. Alors jusqu'à présent, nous avions un certain nombre d'interventions régulières, certaines avec des médecins, comme vous le savez, avec d'autres professionnels de santé, avec bien sûr et toujours des bénévoles de la F3M qui sont au rendez-vous ce soir et j'aurai l'occasion de les présenter. Et ce soir, c'est le début d'une série de différents ateliers, puisque beaucoup d'entre vous nous ont fait part de l'importance de pouvoir, si je puis dire, travailler ou bien sur des techniques de relaxation, souvent, d'autres formes, je dirais, qui sont des formes non médicamenteuses et qui permettent, on le sait, tout en étant très efficaces, eh bien de soulager beaucoup des difficultés que vous rencontrez. Je vois que certains d'entre vous sont déjà au rendez-vous du chat et c'est un grand bonheur toujours que d'avoir eh bien, des nouvelles des uns et des autres qui nous disent bonjour des Vosges, de Tours, eh bien, deuxième personne de Tours. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat. Vous avez deux onglets à votre disposition. Celui qui est à gauche, donc, pour ceux qui sont familiers, ils commencent déjà à l'utiliser, c'est tout simplement le lieu des échanges entre vous. Voilà, donc vous pouvez communiquer, bien sûr, de manière anonyme ou en cas de soucis techniques, eh bien, nous y répondrons. L'onglet qui se situe à droite, c'est l'onglet des questions. Et ces questions seront adressées à notre intervenant du soir, le docteur Lionel Coudron, qui eh bien, présentera de manière générale l'atelier et qui ensuite rentrera, et c'est aussi une nouveauté, dans la pratique d'un atelier de yoga. Voilà. Donc, eh bien, prenez le temps tout simplement de vous présenter, prenez le temps du chat et posez vos questions, toutes vos questions lors de cet onglet et nous allons voir qu'une place importante sera eh bien, donnée à ces différentes questions. Donc, nous avons au centre de l'écran en bas le docteur Lionel Coudron, médecin et également professeur de yoga. Bonsoir. Voilà, nous avons William Kassler qui est patient et sera ce soir avec Raymond Bonaventure, qui est responsable régional de la région Provence pour la F3M, seront nos deux représentants de la F3M. Bonsoir. Merci à tous les deux. Donc, eh bien, nous commençons, si vous voulez bien, avec une première phase qui est une première phase d'intervention, je dirais, d'une vingtaine de minutes. Après, nous vous donnerons la possibilité eh bien, de poser vos questions. N'hésitez pas à commencer à le faire, elles seront relayées. Et après, eh bien, nous aurons notre atelier pratique. Voilà, c'est donc à vous, docteur Coudron. Eh bien, si vous voulez, c'est parti. Très bien, avec plaisir. Donc, on va pour ça se servir d'un petit support diaporama. Donc, si vous pouvez le mettre voilà, en écran, merci beaucoup. Alors, merci de m'avoir invité pour cette présentation sur l'intérêt du yoga. L'intérêt du yoga pour accompagner les patients. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Ça va? C'est parfait. Voilà. Et avant de démarrer cet atelier, je voulais juste le resituer, vous redonner un petit cadre. Savoir que je dirige donc l'Institut de Yoga Thérapie, ceci depuis 1993, qui organise des formations structurées pour former des yoga thérapeutes en mettant en relation le yoga et la santé. Et vous l'avez vous-même plébiscité, puisque si nous démarrons par cette… Ah, pardon, j'ai un petit retour au niveau d'Hervé. Merci. Et donc, c'est vous qui avez plébiscité cet atelier sur le yoga, car en effet, ça fait partie des méthodes et des outils qui sont les plus enclins à être utilisés dans ce domaine d'accompagnement. On l'a vu déjà à travers de nombreuses études ou
ou enquête, en particulier auprès des hôpitaux. Et c'est vraiment une méthode qui est plébiscitée. Et ceci dans tous les domaines. Alors, l'Institut de yoga thérapie, je vous l'ai dit, forme des yoga thérapeutes et on applique cette yoga thérapie. On va voir un petit peu pourquoi on parle de yoga thérapie et de yoga. On l'applique aussi bien dans les hôpitaux, dans des cliniques ou en privé au cabinet. L'objectif de ce yoga et de cette yoga thérapie, puisque c'est un yoga appliqué à des troubles de santé, c'est de prendre en charge justement un trouble, soit de façon individuelle, voire même au lit du patient, et c'est ce que l'on fait dans les hôpitaux ou dans les cliniques qui l'utilisent, mais aussi c'est peut-être parfois en groupe avec des patients, des personnes qui ont la même difficulté, la même problématique. Alors, la yoga thérapie, c'est pas de la kinésithérapie, même si ça utilise des étirements, des exercices physiques, ça n'est pas de la psychothérapie, même si ça travaille sur la psychologie, les pensées, les croyances, mais ça s'en distingue parce que l'objectif de la yoga thérapie et du yoga, donc d'une façon plus vaste, c'est un objectif qui est d'amener plus de sérénité. Et cette sérénité, ce n'est pas juste un mot en l'air, c'est une façon d'être qui se traduit de façon très concrète dans le corps et qui se traduit par un corps plus fluide, plus souple, plus agréable à habiter. C'est également une fluidité, un apaisement qui se perçoit par un apaisement émotionnel. Et ça se traduit par une respiration apaisée. Et ça se traduit enfin par des pensées plus sereines. Et vous voyez que ce sont des éléments qui tout de suite nous mettent en place l'élément fondamental qui est la globalité et la prise en charge globale. Et c'est pourquoi c'est souvent une méthode plébiscitée, parce que ça ne reste pas un mot vain que de se dire on a une prise en charge globale. C'est une réalité à travers toutes ces dimensions. Et quand on parle de cette possibilité et d'apporter cette méthode pour aider les patients, on s'appuie sur un yoga qui est strictement traditionnel, puisqu'il remonte à 2000 ans et que dans un texte des Yoga Sutras écrit il y a 2000 ans, l'objectif clairement au deuxième verset qui est écrit, il est mentionné, le yoga, c'est l'arrêt des pensées perturbatrices et des émotions perturbatrices. Et après, on continue, verset 3-4, pour être plus serein. Sinon, on est dans un état de mal-être, de tension, de crispation. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur le site de l'Institut de Yoga Thérapie, idi.com, non pas .fr, et vous aurez une traduction intégrale de ces Yoga Sutras qui ont 2000 ans et que j'ai moi-même traduit. Juste une question, docteur, je peux intervenir? Avec plaisir. Simplement pour nos participants, je regarde les questions et il y en a une qui me paraît intéressante, c'est le yoga et les risques de fracture. Et puis, si je peux faire du yoga lorsque j'ai effectivement des problèmes de sciatique. Peut-être que vous pourrez, au cours de votre développement, faire des réponses à ce sujet-là. Tout à fait. Alors, et c'est bien pourquoi, mais néanmoins, ceci va être tout de suite précisé, mais déjà, je peux le dire, c'est que justement, c'est pourquoi il y a cette yoga thérapie, puisque c'est un accompagnement individualisé qui permet d'adapter en fonction des pathologies que le patient va présenter, que l'élève va présenter. Évidemment, en cas de sciatique, cela demande des adaptations particulières. Car en plus, il y a plusieurs sortes de sciatique, donc à partir d'un diagnostic médical, on va pouvoir adapter les postures. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de yoga, simplement on ne pourra pas faire tous les outils, toutes les propositions de yoga. Mais vous allez voir qu'elles sont tellement vastes, on considère qu'il y a à peu près, à l'Institut Yoga Thérapie, on considère qu'il y a 108 outils différents. Donc vous voyez, vous avez une boîte à outils, puis vous allez chercher la clé, le marteau, le tournevis ou ce que vous souhaitez, et vous allez l'adapter en fonction du besoin. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des risques de fracture qui sont exceptionnels. Par exemple, dans une étude qui a mis en place 600 personnes qui présentaient de l'ostéoporose, aucune, pendant 9 ans, n'a présenté de fracture pendant qu'elle pratiquait le yoga. Mais un yoga adapté, il n'est pas question de faire du yoga démonstration, du yoga acrobatique. L'objectif, c'est de revenir à ces sources que j'ai évoquées tout à l'heure. L'objectif du yoga, c'est pas d'être un acrobate, c'est d'être plus serein dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Et la façon dont ça va se faire, et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on va justement développer ces ressources intérieures. On va développer en nous
plaçant dans des conditions optimales. Et ce que l'on va faire, c'est lever les blocages. Et là encore, je ne vais pas reprendre la traduction des Yoga Sutras, mais c'est explicité, il y a plus de 2000 ans, pour nous dire que ce que l'on veut, c'est pas rajouter quelque chose, c'est juste supprimer ce qui nous empêche d'être bien, d'optimiser nos ressources dont nous disposons. Et à ce moment-là, quand on lève ce qui empêche d'être bien, eh bien, on va avoir une meilleure efficacité des soins. Et c'est pourquoi toutes les études valident ce que l'on appelle aussi les soins de support, d'accompagnement, parce que ceci permet à la personne qui est en traitement de mieux vivre sa pathologie, de mieux vivre le traitement et de mieux vivre son corps. Et ceci va donc optimiser ses soins. Ça va diminuer les symptômes en même temps en agissant sur le symptôme douleur, le symptôme trouble du sommeil, le symptôme fatigue en augmentant la vitalité, le symptôme stress en diminuant l'anxiété et de nombreux effets secondaires des traitements. Et ceci, donc, répond vraiment à des besoins qui sont parfaitement exprimés, mais répond aussi à la demande du corps médical, qui est justement aussi d'avoir des alternatives aux traitements médicamenteux. Ça ne signifie pas, évidemment, qu'on n'utilise pas de traitement, bien évidemment, qu'on continue à prendre les soins classiques, mais on vient en complémentarité et en alternative dans certaines circonstances, pourquoi pas par rapport à des anxiolytiques, à des antalgiques, etc. Ne serait-ce que pour optimiser leur efficacité. Et pour cela, on veut utiliser des solutions comme des exercices très simples. Et là, on ne s'inscrit pas du tout dans un yoga compliqué, on s'inscrit sur un yoga qui s'appuie sur les basiques, fondamentaux, et plus on va pouvoir faire simple, et mieux ce sera. Donc, ce seront des étirements, et on va, comme il s'agit d'un atelier, on va déjà pouvoir le pratiquer tout de suite, si vous voulez. Et ce que je vous demande à tous, c'est peut-être de vous reculer de votre écran, en tout cas, moi, je vais le faire, d'être assis confortablement sur votre chaise ou votre fauteuil, de vous redresser. C'est bon au niveau du son? Oui. Voilà. Vous vous redressez tranquillement, et vous allez voir que si vous arrondissez votre dos, que vous relâchez vos épaules et que vous vous redressez, vous n'allez pas avoir la même sensation. Et vous voyez sur cette illustration, vous allez faire de la même façon, voire même vous mettre debout si vous voulez, et vous allez inspirer en levant les bras. Vous retenez le souffle et vous vous étirez, comme vous le faites quand vous êtes au saut du lit, quand vous étirez, comme le ferait un animal qui s'étire, et vous allez expirer en ouvrant grand la bouche en bâillant. Et relâchez les bras. Et vous roulez les épaules. Alors, vous observez ce qui se passe quand vous faites cet exercice. Et je vais demander à Hervé, on va commencer par Hervé, comment avez-vous ressenti cet exercice très sincèrement? Immédiate relaxation. D'accord. William, qu'avez-vous ressenti? Oh, ça enlève des tensions du moment. Et Raymond? Alors, tout à fait, c'est ce que j'ai ressenti, d'autant plus que j'ai très mal au cou en ce moment. Et tout à l'heure, je portais une minerve que j'ai enlevée et ça m'a détendu le cou. Alors, vous voyez qu'un exercice, on ne peut plus simple. Ça, ce que vous venez de faire là, c'est le fondamental, le basique, la pièce maîtresse du yoga. Si vous avez compris cela, et si vous avez pu rentrer dans cet étirement, synchronisé à la respiration, on a inspiré en s'étirant, on a retenu le souffle, on a contracté le corps et on a expiré en bâillant. Donc, ce principe de base qui associe un mouvement, une respiration, tout en étant conscient et en allant chercher une sensation agréable, ça c'est déterminant, c'est le basique du yoga. On va pouvoir le décliner dans des postures à l'infini et cela suffit, comme vous venez de le mentionner, pour détendre. Alors, peut-être auriez-vous une douleur. Si vous avez une douleur à la nuque ou une tendinite d'épaule, ça aurait peut-être aggravé le mouvement, ça aurait aggravé la douleur, et il aurait fallu trouver un autre outil pour aller mieux. Mais c'est vraiment là, ce que l'on veut, c'est redonner au corps des possibilités que l'on n'utilise pas. Est-ce que vous savez ce qu'est la pendiculation? S'il y en a qui le savent, écrivez-le. Ça m'intéresse. Il y a un retour. Ah, voilà, merci. Il y a un retour de Hervé. Oui, il y a un bruit parasite. Oui. Voilà, je crois qu'Hervé a coupé son micro et c'est bon. Donc, vous pouvez répéter, docteur, parce que le terme, parce que j'avoue que
Alors, c'est bon signe, si vous ne le connaissez pas. Pendiculation. Et si vous pouvez ça s'écrit comment? Ça s'écrit P-A-N-D-I-C-U-L-A-T-I-O-N. Pendiculation. Oula. C'est un élément que tout le monde devrait connaître. Tous les médecins devraient le connaître. Tous les kinés devraient le connaître. Tous les vétos devraient le connaître. Tous les psychologues devraient le connaître. Pourquoi? C'est le mouvement de base que tous les animaux font 10 à 15 fois par jour. Tous ceux qui ont un animal de compagnie, même les poissons rouges, savent que ces animaux s'étirent. Chez les mammifères, pas chez les poissons. Mais tous les mammifères s'étirent 15 à 20 fois par jour, et ceci de façon automatique depuis la naissance. Les bébés le font également. Nous le faisons aussi quand on se réveille, et on le fait dans certaines circonstances. Et le bâillement fait partie de cette pendiculation. Eh bien ça permet, comme vous l'avez dit, de piéger les tensions et de changer l'état dans lequel on se trouve. Alors, je reviens sur cette yoga thérapie qui est parfaitement intégrée au système de santé et en collaboration avec tous les autres, effectivement, partenaires de ce domaine de la santé. C'est pas, encore une fois, en alternative au reste. On est bien d'accord. Et vous l'avez compris, à travers ce qu'on vient de dire, c'est une prise en charge globale, corporelle et aussi psychologique, dont l'objectif est de développer cette sérénité dans tous les éléments dont on a parlé, qui se traduisent par des pensées plus sereines, dans cette façon de voir les choses, y compris sa maladie, y compris son traitement, et sentir dans son corps plus de fluidité, moins de tension, et se réapproprier son corps. Et il y a une relation, on le dit tous, corps-esprit, mais on ne sait pas toujours comment faire. Eh bien, avec le yoga, quand on applique ce qu'on vient de faire là, et après ça peut se décliner, j'inspire, je m'étire, je retiens le souffle, agréablement, j'expire, je relâche, je me penche en avant, agréablement, je lâche prise complètement, j'inspire, je porte une jambe en arrière, et si je continue, ça s'appelle la salutation au soleil. Et si je continue, je vais brasser toutes les tensions dans mon corps, et progressivement, ce corps, eh bien, il va se détendre, et quand dans mon corps c'est détendu, mon état se transforme, et mon esprit, mes pensées se transforment. Parce que l'état et les émotions, c'est pas dans la tête, mais c'est dans le corps que ça se vit. Si vous êtes anxieux, tendu, en colère, que vous avez peur, que vous avez honte, que vous avez du dégoût, c'est votre corps qui l'exprime. Vous avez des tensions multiples dans le corps. Et ce que l'on fait, c'est qu'on piège ces tensions. On pourrait dire, oui, docteur, on pourrait dire par exemple que c'est l'alliance du physique au psychique. C'est l'alliance parce que ça forme un tout, c'est en connexion permanente. Il n'y a plus de dichotomie, on ne voit pas d'un côté un élément, de l'autre côté de l'autre. Et l'intérêt, c'est qu'il y a une intégration de tous les éléments. Il y a, alors ça, c'est un petit peu, si vous voulez aller un peu plus loin, les ouvrages que nous avons écrits, mais il y a une intégration de tous les éléments dans cette méthode de yoga, puisque l'on va à la fois prendre conscience de ce qui se passe dans son corps. Donc, on développe la prise de conscience, et pour ça, on a même des outils qui sont affinés. On peut se dire, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Front, mâchoire, cou. On va le faire tout à l'heure. Poitrine, ventre, bassin, cuisse, genou, mollet. Qu'est-ce que je ressens? Et ça, c'est la sensation corporelle. Et cette sensation corporelle, elle peut être de la fatigue, elle peut être des crispations, elle peut être des tensions, elle peut être des douleurs, elle peut être multiple. Et l'objectif, c'est d'amener cet état pénible vers un état agréable de fluidité. Et puis à côté de ça, là encore, c'est pas juste un mot, cette globalité et cette alliance du corps et de l'esprit, mais on va aussi dans le même temps évaluer les pensées. Est-ce que je me sens serein maintenant? Est-ce que je me sens confiant maintenant? Est-ce que je suis confiant dans mon corps? Est-ce que je suis confiant dans mon corps à bien réagir par rapport au traitement? Est-ce que je suis confiant dans les traitements? Et quand vous posez cette question, c'est tout de suite que vous faites mouche. Tout de suite, vous pouvez savoir où vous en êtes par rapport à votre état, par rapport à votre corps, par rapport à votre maladie, par rapport à vos traitements, par rapport à l'ensemble des personnes qui vous accompagnent. Est-ce que je me sens seul? Est-ce que je me sens abandonné? Autant de petites questions qui, lorsqu'elles sont conscientisées, vous aident vraiment à aller vers un mieux. Et puis à côté de ça, donc prise de conscience, on l'a dit, des postures, des respirations, bien sûr, des méditations et des visualisations, mais ceci nécessite une implication de la part du patient.
C'est-à-dire qu'il faut s'engager. Il ne s'agit pas de simplement prendre un traitement, il faut le faire et le faire régulièrement. Mais là aussi, on modifie la donne parce qu'on parle beaucoup de dire il faut rendre le patient autonome, il faut rendre le patient l'impliquer, il faut qu'il soit responsable. Mais quand vous pratiquez tous les jours des méthodes de respiration posturale, des visualisations, vous devenez acteur de votre santé, vous vous responsabilisez et vous participez. Et ça, c'est aussi une façon de répondre à une exigence qui est demandée de la part de nos autorités de santé, d'impliquer plus le patient. Et on ne reste pas juste avec des mots vains, là, il y a une réponse précise. Mais ça engage, et ça, c'est ce que tout yoga thérapeute va demander à son patient, il faut que vous vous engagiez à travailler tous les jours, voire plusieurs fois par jour dans certaines circonstances, faire des respirations, des relaxations, des postures qu'on va vous proposer. Mais je le répète, le plus simple possible, parce que c'est ça qui est efficace. C'est pas aller dans la recherche de l'acrobatie et de la démonstration que l'on a plus d'effet. Alors, tous ces outils qu'on utilise, ils sont millénaires, ils sont passés au crible du temps. Avec le XXe siècle, ils ont été encore affinés. Avec le XXIe, il y a une explosion des méthodes, mais il faut revenir aux basiques, aux fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Juste un petit élément sur l'importance de la position. On a étiré son corps, ça c'était dans un mouvement. Mais le simple fait là, vous êtes tous assis. Alors, c'est un atelier, donc on en profite. Je vais vous demander de faire cette petite expérience. Vous êtes assis sur votre fauteuil, votre chaise, ou dans un canapé en train de regarder ce webinaire. Là, vous avez une attitude qui est l'attitude de base, on va dire, rien de particulier. Mais si maintenant, vous basculez un tout petit peu votre bassin et que vous redressez votre corps, voilà, en dégageant, en abaissant les épaules et en dégageant le cou, et vous fermez les yeux, et vous redressez votre corps avec le sentiment d'occuper l'espace. Vous voyez, je l'ai illustré par Tarzan qui bombe le torse, donc je ne vous demande pas de bomber spécialement le torse, mais de vous redresser en occupant l'espace aussi bien en avant qu'en arrière, quand vous étirant vers le ciel, quand vous ancrant dans le sol, et là, tout votre corps va comme se dilater. Et vous habitez votre corps, vous êtes conscient dans ce qu'on appelle l'ici et maintenant, et là encore, ça n'est plus qu'un mot, ça devient une réalité quand on est dans la sensation du corps, et observez comment vous vous sentez lorsque vous occupez l'espace, lorsque vous développez comme ça, quand vous redressez. Que se passe-t-il dans votre corps? Et que se passe-t-il dans votre ressenti? Et que se passe-t-il au niveau de vos pensées? Alors, est-ce que je tente une petite, voilà, de poser la question par chat? Si vous l'avez fait, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez ressenti? Et est-ce que peut-être Hervé peut nous donner quelques retours? Ça m'intéresserait d'avoir les retours de cet exercice de base qu'il est intéressant que vous puissiez ressentir et appréhender. Ça m'intéresse beaucoup, mais vous allez voir aussi qu'est-ce que vous pouvez vous en tirer après. Eh bien, je pose tout de suite la question, voilà qui est fait, et nous allons eh bien, attendre quelques instants et peut-être interroger entre-temps William et Raymond pour qu'ils nous donnent leur ressenti. À toi l'honneur, William. Merci. Bon, j'avoue que je pratique tous les jours, docteur, donc, et j'ai même pratiqué tout à l'heure à midi. Donc, en m'ouvrant comme ça, j'améliore ma respiration et ça apporte, d'abord, je sens une relaxation parce que je propulse l'air à travers tout mon corps et ça me détend et j'ai l'impression d'être ancré dans mon espace. C'est des sentiments de bien-être. Je vais peut-être trop loin, mais je me sens bien quand je sens mon corps qui s'ouvre et qui s'installe. Merci. Alors me concernant, j'ai en ce moment quelques douleurs puisque je suis atteint de spondylarthrite ankylosante, c'est-à-dire que j'ai une colonne vertébrale, comme on dit, en bambou, j'ai des vertèbres qui sont tassées. Bon, avec le myélome, ça ne s'arrange pas.
Et j'ai essayé le yoga, enfin j'ai renouvelé, puisque je suis un yogi de longue date, et j'avais arrêté à cause du myélome. Et là, j'ai repris les mouvements d'étirement surtout, sans forcer. C'est important de le dire, ça aussi, peut-être auprès des participants. Le yoga, c'est avant tout la souplesse. C'est ça permet de chasser le stress, mais c'est avant tout des étirements en souplesse. Et dès qu'on sent la douleur, il faut arrêter. Il ne faut surtout pas dire « Ah ben c'est bien, j'ai mal, donc c'est que ça fait du bien ». Non, le yoga, ça doit au contraire amener la sérénité du corps, hein, du squelette, des muscles, des organes. Donc, il ne faut pas poursuivre les mouvements, il ne faut pas poursuivre tout ce qui est posture quand on a mal. Et là, moi, j'avoue que par rapport à William, c'est vrai que je ne peux pas ouvrir complètement ma cage thoracique parce que j'ai mal. Donc, ce sont j'allais dire, des petits mouvements. Mais ça me pratique une certaine souplesse au bout d'un certain temps parce que en le faisant quotidiennement, même si c'est un petit temps, en le faisant quotidiennement, je m'aperçois que je m'améliore. Docteur, je voulais juste poser une question parce qu'il y a des questions qui ont été posées notamment par des participants qui nous disent « Est-ce que je peux faire du yoga tout seul ?» Alors, j'ai mon expérience, mais bon, je pense que vous allez pouvoir le faire. Et tant que j'y suis pour quand même répondre à nos participants, certains aussi posent la question est-ce que, en fin de compte, en travaillant la respiration, on arrive à effectivement éviter les douleurs que l'on ressent. Donc, est-ce qu'on peut faire du yoga tout seul? Est-ce qu'au départ, il faut démarrer avec un professeur et puis on fait tout seul? Et puis, autre question, avec la respiration, est-ce qu'effectivement, ça permet d'éviter les douleurs? Alors, je note les questions, si vous permettez, Raymond. Je vous en prie, docteur. J'avais tiré le premier. et donc, j'ai eu deux réponses, mais pas celle d'Hervé, à travers, justement, qu'est-ce que les auditeurs peuvent ressentir. Alors, j'y viens. Je vais citer un certain nombre d'éléments. Christelle nous dit apaisement. Marc nous dit l'important dans le yoga, c'est la régularité. Christian nous dit ça me permet de me concentrer sur ce que vous dites. La détente chez Marc à nouveau. Conscience de toutes les parties du corps chez Dominique. Bien-être, mais aussi peut-être trop de bruit ou d'agitation, j'arrive pas à me vider la tête, nous dit Sophie. Mal au dos, nous dit Claude. Bien-être et ancrage, nous dit Frédéric. Voilà quelques éléments qui vont alimenter le propos de Lionel Coudron. Alors, vous voyez que j'ai noté l'effet de la position sur le psychisme. Et j'ai noté, selon notre attitude corporelle, des effets différents. Les ouvertures ne vont pas induire les mêmes réactions dans le corps. De la même façon, la respiration, selon la façon dont on va la faire, ne va pas induire les mêmes réactions physiologiques dans le corps. Les fermetures vont avoir des effets différents des ouvertures et le fait d'être simplement vertical va encore changer la donne. Et on pourrait aussi parler des torsions. Alors, pourquoi j'ai illustré avec Tarzan? Eh bien, vous avez dit, William a dit, je ressens une plus grande détente, un bien-être, un confort, une ouverture de la cage thoracique. Et puis, Raymond a dit, moi, je ressens des douleurs parce que mon corps est en ce moment un peu souffrant et un peu douloureux. D'abord, je reviens sur ce qu'a dit Raymond, c'est-à-dire que ça montre combien il faut adapter les postures et combien, effectivement, il faut être à l'écoute, que ce soit le professeur de yoga ou le yoga thérapeute ou soi-même, de son corps pour ajuster. Et encore une fois, tout à l'heure, je vous l'ai dit, ce qu'il faut, c'est aller vers le sentiment le plus agréable possible. Donc, si on a mal, si ça ne va pas, on va changer. Et tout à l'heure, on va faire des fermetures. Et là, peut-être que Raymond va ressentir une réaction différente dans ces fermetures parce que justement, on va aller chercher ce qui est bénéfique pour soi. Vous avez également évoqué différentes réactions. Ce que l'on ressent quand on redresse son corps et quand il y a une ouverture, quand on gagne en espace, en fait, cela développe le sentiment de
confiance en soi. Et cette confiance va mener secondairement le calme, la détente et le bien-être. Mais vous voyez, quand Tarzan se redresse, c'est pas parce qu'il a confiance qu'il se redresse, c'est parce qu'il se redresse qu'il a de la confiance. Et d'ailleurs, il va de ce fait donner confiance aux autres. Les autres qui vont le voir se redresser, qui a une posture redressée, vont avoir plus confiance en lui, parce que lui-même a confiance. Ce que je veux dire par là, c'est juste faire une démonstration comme quoi les postures ont une incidence sur notre psychisme. Il n'y a pas de coupure entre le corps et l'esprit, il y a des interactions permanentes. Et lorsque l'on va se mettre en lâche, quand on va se fermer, on va être dans une posture, au contraire, d'abandon, on va être dans une posture de lâcher prise. Et là, ça va faciliter justement le lâcher prise. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, certains d'entre vous ont dit, j'ai les pensées, j'arrive pas à les quitter, ça continue à tourner. Eh bien, il y a plein d'autres solutions pour piéger ces pensées, mais le fait de se pencher en avant, de lâcher prise, est un très bon moyen aussi de réduire la production de ces pensées. Parce que ces pensées, elles sont la conséquence d'un terreau et de l'état dans lequel je suis. Est-ce que j'ai répondu en partie à vos remarques? Oui, alors, je peux donner une expérience très rapide parce qu'il faut aussi garder le temps pour la pratique. Quand je me présentais ou avant des interventions publiques ou lorsque je me présentais pour des postes, je me souviens que je faisais du lâcher-prise, je me mettais debout et je m'appuyais contre un mur quand je pouvais le faire. Et cet appui du dos, c'est-à-dire des dorsales et de la tête sur le dos en faisant des respirations, me permettait de vider mes pensées qui étaient nombreuses. Et je le faisais les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'on ne me remarquait pas ce que je faisais. Ça, c'était important. Voilà. Et je peux vous dire que à chaque fois, ça m'aidait à me déstresser. Ça, c'est une expérience. Une autre question, docteur. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce qu'on peut faire du yoga seul? Et puis une autre, et si on fait seul, combien de temps ça doit durer? Alors, j'ai bien noté et on va y venir. Donc, retenez en tout cas que toutes les postures de yoga ont un intérêt, qu'elles doivent être adaptées en fonction des réactions de chacun et qu'elles vont produire des effets différents. Et elles vont agir sur l'ensemble du système neurovégétatif, ce système sympathique-parasympathique, sur l'ensemble du système immunitaire, sur l'ensemble du système nerveux, améliorer la coordination, bien sûr des effets mécaniques aussi, articulaires, souplesse, coordination. On rappelle encore ce qu'a dit Raymond tout à l'heure, l'importance de ne pas se faire mal. Et encore une fois, il faut bien que son corps soit notre propre guide et nous montre ce qui est possible ou pas possible. Et puis, vous venez de dire combien la respiration était importante. Et ça, comme vous l'avez dit justement, on peut faire cette respiration, les mains dans les poches, sans que personne ne voit rien. C'est difficile de faire des… Alors, se redresser, ça peut se faire également n'importe où. Comme l'a dit William tout à l'heure, je m'ancre dans mes ischions, je me redresse, j'ouvre ma cage thoracique, et là, je vais avoir un plus grand sentiment de confiance. Donc, si je suis plus confiant, je diminue mon inquiétude, je diminue mon stress, je suis plus centré, je me sens beaucoup mieux. Et là, je peux après faire aussi une respiration. Et la respiration, je peux la maîtriser à travers plein d'éléments. La fréquence, les durées d'inspire, de suspension ou d'expire, le travail au niveau du diaphragme qui a un impact complet et direct sur l'ensemble des contractures musculaires. Donc, je peux agir sur plein de petites phases, de plein de modalités qui, là encore, tout comme le corps et les positions du corps dans l'espace modifient notre ambiance et notre état, la respiration va modifier notre ambiance et notre état. Par exemple, la respiration carrée. Et je vous propose de la faire. Alors, l'atelier, il a débuté depuis tout à l'heure. On a déjà vu l'étirement, ce qui est un enchaînement associé à la respiration. On a vu se redresser. Et maintenant, on va voir une respiration et après, on fait une posture en fermeture. Donc, vous allez tout simplement, et là encore une fois, de la même façon que vous avez dit, on ne se fait pas mal, dans la respiration, vous ne suffoquez pas. Vous accompagnez votre souffle en fonction de votre possibilité. Et vous l'avez dit également, je le répète aussi, il faut parfois s'entraîner un peu avant d'avoir
une maîtrise de ces différents éléments. Mais ça veut venir. Alors pour ça, vous allez faire comme moi, vous allez inspirer, vous retenez le souffle, vous expirez, vous retenez le souffle, vous inspirez. Vous retenez le souffle, vous expirez, vous retenez le souffle, vous inspirez et vous expirez. Et là encore, je vous repose la question comme je le ferais auprès d'un patient ou d'un élève, comment vous sentez-vous? Et en fonction de ce que vous dites, nous adapterons. On l'appelle respiration carrée, c'est le terme générique. Mais on devrait plutôt l'appeler respiration rectangulaire ou respiration peut être déformée. Il n'est pas obligatoire que ce soit un carré parfait où les 4 côtés sont égaux. On peut tout à fait déformer les différents côtés. Ce qui est intéressant avec cette respiration, c'est que l'on va ralentir la respiration. Et en ralentissant la respiration, on induit un état de calme et de détente. Et après, je peux agir sur les phases. Par exemple, si je retiens le souffle, on sait qu'à plat, on développe la sécrétion dans le cerveau d'un neuromédiateur qui est la noradrénaline. Et cette noradrénaline donne un sentiment d'euphorie, de joie, de confiance, comme on l'a vu quand on se redresse. Donc, en fonction de ce que l'on fait, encore une fois, on va progressivement se réapproprier son corps, diminuer les tensions musculaires, diminuer les émotions pénibles et douloureuses et laisser les pensées sereines arriver, laisser une sensation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de bien-être. Docteur, je peux me permettre d'intervenir très rapidement aussi, parce que on vient de faire un petit exercice, on l'a fait assis. Une question a été posée justement. Peut-on faire du yoga assis? Eh bien, ça existe effectivement. Dans certaines, moi j'en ai fait, disons dans l'hôpital où je suis soigné, il y a du yoga assis. D'ailleurs, le docteur vient de nous faire la démonstration puisque nous étions tous assis. Voilà. Et une autre question aussi qui va dans le même sens par rapport à la respiration que vous venez de faire. Certaines personnes nous posent la question, est-ce qu'on doit gonfler le ventre en inspirant? Alors, il y a plusieurs façons de respirer. On peut tout à fait se réapproprier au départ la respiration par ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique pour augmenter, parce que vous savez, quand on inspire, le diaphragme se contracte et s'abaisse. Et lorsqu'on expire, le diaphragme se relâche et remonte. Eh bien, parfois, on perd cette respiration et le diaphragme se bloque. L'inspiration est très peu dirigée vers le bas, donc le ventre ne se gonfle pas. En fait, quand on voit le ventre se gonfler, c'est parce que le diaphragme s'est abaissé et repousse les viscères. Donc, on inspire et le ventre est bloqué. Donc, on va respirer avec les côtes. Ceci a un inconvénient, c'est que ce diaphragme, en étant bloqué, va induire une tension musculaire dans le reste du corps. Si au contraire, je me réapproprie au début la respiration avec une respiration abdominale profonde, c'est-à-dire diaphragmatique profonde, je fais bouger mon diaphragme avec beaucoup plus d'amplitude et il peut bouger de 11 cm le diaphragme, donc c'est pas rien. Hein. Eh bien, quand je fais ce mouvement, ça va induire un influx nerveux dans les autres muscles du corps qui se détendent. Et à chaque fois que j'expire, j'envoie une sensation de détente dans les autres muscles. Ce n'est pas rien, c'est très important. Donc oui, on peut démarrer par une respiration abdominale, mais on travaillera aussi la respiration thoracique et on travaillera aussi la respiration complète. Donc vous voyez qu'on a, là encore, je vous l'ai dit, un éventail. On a 108 outils différents. Et pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure de respiration et douleur, oui, je l'ai mis en introduction tout à l'heure, la pratique du yoga permet de lever un grand nombre de douleurs chroniques. C'est une méthode extrêmement efficace et vous avez dans certains hôpitaux la yoga thérapie dans le service justement spécifiquement de la prise en charge de la douleur. Parce que la douleur, comme tous ceux qui ont mal le savent très bien, ça s'accompagne d'une crispation, d'une tétanisation du corps. Il y a une espèce d'appréhension après de la douleur
tout à fait légitime. Et cette peur de la douleur majore la tension et fait qu'à un moment donné, cette douleur n'arrive plus à être, je vais dire, digérée, ne permet plus au corps de réguler la gestion de cette douleur. Eh bien, quand vous allez redonner de la liberté à votre corps, ce que l'on appelait au départ fluidité dans le corps, sensation de fluidité, la douleur va être beaucoup mieux gérée et vous allez permettre à vos ressources de sécréter les antalgiques pour pouvoir calmer cette douleur. Et on voit très souvent des douleurs chroniques s'estomper très rapidement, non pas par magie, mais parce que le mécanisme de douleur était bloqué par un figement de corps, par un figement émotionnel, par un figement qui se crispait dans l'ensemble des muscles du corps. Alors la respiration va avoir cet effet, vous l'avez compris, par le diaphragme, mais on va s'aider, pourquoi pas, d'une posture, et de posture très simple, encore une fois. On a vu que même parfois un redressement peut être douloureux, mais on pourra faire le chien et le chat à 4 pattes, on bascule le bassin, on est allongé sur le dos, on plie les jambes, on fait une bascule, plein de petits mouvements qui sont parfaitement connus, qu'on a référencés et qui vont faciliter cette levée de cette tétanisation. Qu'en pensez-vous, William, qui est pratiqué aussi? Absolument. Et j'ajouterais que dans des moments de stress ou de tension, je constate que je ne respire plus. Et justement, pouvoir prendre conscience de cette absence de respiration permet de réengager la respiration. À l'inspiration, je sens l'énergie monter en moi, mais à l'expiration, je sens la détente. Mais le simple fait de redevenir conscient de ma respiration me permet de me poser, de retrouver mes marques et en fait d'écarter le stress. Et c'est étonnant de simplicité et ça marche, ça fonctionne. Et dans toutes les poses qu'on essaie dans le yoga, c'est pareil. Si la respiration est bien rythmée, si on inspire, on expire, en confiance, on tient la pose. La pose ne pose pas de difficulté. Il faut une attention totale sur sa respiration, sur son ancrage physique dans le sol et on pratique dans ce rythme de respiration qui énergise et qui détend. Il y a un grand plaisir dans ce mouvement. Alors, je peux intervenir, docteur, juste une question importante, parce que c'était voilà une personne qui nous pose la question, est-ce normal que j'ai des vertiges lorsque je pratique ces respirations? Et c'est vrai que c'est un point important quand même. Tout à l'heure, j'ai parlé des douleurs, mais effectivement, dans certains cas, lorsqu'on pratique la respiration, ça m'est arrivé personnellement d'ailleurs, d'avoir des vertiges. Mais j'aimerais bien que vous puissiez répondre à cette question. Alors, là encore, vous illustrez parfaitement le propos de l'importance d'avoir un retour sur la pratique qui, selon les personnes, selon ces états, diffère complètement. Et là où on peut s'attendre des fois à un sentiment agréable et bénéfique, on va avoir un sentiment désagréable et qui va empêcher l'action de la posture ou de la respiration. Donc, il faut vraiment tenir compte de ce que notre corps nous envoie. Pourquoi peut-on avoir ce sentiment de vertige? C'est souvent lié à une hyperventilation. Quand on va respirer un petit peu trop rapidement ou trop profondément, il va y avoir une hyperventilation et cette hyperventilation peut provoquer un petit sentiment de vertige. Néanmoins, lorsque l'on est installé assis stable, c'est très différent si on se redresse et qu'on risque de tomber. Mais lorsqu'on est assis stable, ce petit sentiment de vertige n'est pas un inconvénient et on peut arriver à l'apprivoiser. Et c'est important parce que du coup, ça nous apprend à prendre conscience de sensations de notre corps que l'on pourrait imaginer comme étant agressives et que l'on va s'approprier, ce qui fait qu'on n'en aura plus peur. Et je parle là en particulier pour les gens qui ont des attaques de panique et qui ont des anxiétés extrêmement sévères de cet ordre-là. Et là, arriver à apprivoiser certains symptômes peut justement, et le fait de les déclencher par un exercice respiratoire, peut faciliter
le fait de les apprivoiser, de ne plus les craindre, et de ce fait, les choses vont passer tout à fait naturellement. Mais oui, l'hyperventilation peut provoquer ce phénomène. Alors, si vous êtes d'accord, eh bien, on va appliquer cette respiration que William vient de décrire. Hervé, est-ce que vous êtes d'accord aussi? C'est bon? OK. Alors, vous allez vous installer et on va associer l'exercice, une posture, on va dire tout simplement. Vous êtes assis. Alors, l'idéal, c'est quand même que vous soyez assis sur une chaise ou un fauteuil plutôt qu'un canapé. Parce que si vous êtes sur un canapé et que vous êtes engoncé, ça va être beaucoup moins pratique. Donc, je vous invite à vous déplacer, à vous mettre même sur l'avant de votre chaise ou de votre fauteuil, pour avoir la possibilité de basculer un petit peu. Voilà, merci. Bon, voilà, franchement, vous êtes super. Hein. Alors, donc vous êtes sur votre chaise. Voilà. J'en recule un petit peu. Très bien. Hop. Ne vous inquiétez pas, si l'ordinateur tombe, tout va bien. Voilà. Et à partir de cette position, vous allez refaire l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Vous inspirez. Ah, est-ce que peut-être, si Hervé peut le faire, peut me mettre sur l'écran, me basculer sur l'écran, qu'on me voit en grand pour la démonstration de l'exercice? Alors, je vais faire ça. Ah ben, je supprime. Ah ben, merci. Merci, c'est très gentil. Merci bien. Voilà. Donc, vous voyez, je suis plutôt redressé, je ne suis pas trop affalé, mais si je suis dans cette position, eh bien, je vais quand même me caler en fonction de mes possibilités. Je le comprends tout à fait. Mais l'idée, c'est de pousser sur son bassin et sur ses ischions. Je relâche les épaules et vous allez, comme on l'a fait tout à l'heure, faire cette pendiculation, donc qui est cet étirement que tous les mammifères font plusieurs fois par jour pour piéger les tensions et les éliminer, tout simplement. Vous inspirez. Vous retenez le souffle et vous allez gérer en fonction de votre ressenti. Alors, ça peut être les coudes en arrière, ça peut être les bras à l'horizontale, si vous avez mal ou pas, et vous étirez, vous retenez le souffle, vous rétractez le ventre, 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 et vous expirez en bâillant. Voilà, vous bâillez bien. Parfois, on a du mal, ne serait-ce qu'à ouvrir la bouche. Hein. Et là, ça veut dire qu'il y a des crispations. Et vous roulez les épaules. Voilà, on a piégé les tensions. Puis maintenant, vous inspirez. Et vous allez expirer en vous penchant en avant et en mettant les coudes sur les genoux. Voilà. Vous mettez les coudes sur les genoux, vous laissez pencher la tête en avant. Et là, on va dire qu'on est dans une posture de yoga qui s'appelle Yoga Mudra. Normalement, on est sur un tapis, les jambes croisées. Et vous relâchez la nuque, le front, les mâchoires. Vous respirez calmement. Vous débarrassez des tensions sur la nuque. Vous sentez l'afflux de sang au visage. Et vous allez inspirer en vous redressant tranquillement. Et expire. Vous êtes maintenant dans la verticalité. Et vous restez installé confortablement. Alors, n'hésitez pas à trouver votre posture, même si le dos est un peu arrondi. Il faut que vous sentiez bien. Vous allez vous glisser dans votre corps, comme si vous étiez dans un duvet douillet. Et là, vous accueillez ce qui se passe. Vous laissez respirer. Et vous portez votre attention à l'entrée des narines. Observez l'air qui rentre et qui sort. À l'inspire, l'air, contact de la muqueuse du nez. À l'expire, vous relâchez l'air, vous laissez l'air ressortir. Inspire, narine, arrière-gorge. Expire, l'air ressort. Sentez bien ce souffle. Écoutez même l'air qui sort et qui rentre. Inspire. Expire. Inspire douce.
allez à votre rythme respiratoire. Je donne une direction, une indication, mais sentez-vous à l'aise. Voilà, veillez à modifier la respiration si la tête tourne un peu. N'hésitez pas à bâiller si le bâillement vient. Ne suffoquez pas. Inspire. Suivez le trajet de l'air, narine. Imaginez l'air rentrer dans les poumons, le ventre. Le ventre se gonfle comme un ballon. Expire, le ventre se rétracte, le ballon se dégonfle, l'air ressort par les narines. Inspire. Expire. Vous êtes tout simplement bien ici et maintenant présent à vous-même. Et comme nous le disions tout à l'heure et je le répète, c'est bien être présent à soi-même, ça signifie être conscient de son corps. Là, c'est la respiration. Sentez également les pieds dans le sol, le bassin sur la chaise fauteuil, le dos redressé sans raideur, les épaules abaissées, le cou dégagé. Le souffle rentre et sort. Apaisé. Front relâché, mâchoire, nuque, cou, épaules. Poitrine, dos, ventre, bassin, jambes, pieds, mains. Souffle calme. Inspirez, l'air rentre par les narines. Retenez le souffle. Retenez le souffle agréablement. Rétractez un peu le ventre. Contractez même un peu le muscle du périnée. Et vous expirez lentement. Prenez un peu les épaules. Observez l'ambiance dans votre corps. Que se passe-t-il dans votre corps maintenant? Qu'observez-vous? Le front, les mâchoires, la langue, la nuque. Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous? La cage thoracique, les côtes, le ventre, le dos, les hanches, les bras, les jambes. Le souffle circule avec cette impression que le souffle circule dans tout le corps. Fluide. Un souffle qui vous relie à la vie. Témoin de cette présence dans votre corps. Cette vie qui est là, présente, et qui vient nourrir chaque partie de votre corps, qui s'en abreuve. Inspire, l'abdomen se soulève, les côtes s'écartent. Expire, vous relâchez. Comme s'il y avait une espèce de lumière transparente, bleue, qui envahissait tout votre corps. Inspirez, imaginez un ciel transparent, serein. Expirez, vous envoyez, vous ramenez cette lumière transparente, sereine dans tout le corps. Un corps détendu, relâché. Vous accueillez ce qui s'y passe. Il peut toujours y avoir des douleurs, des contractures, des crispations, mais on les accueille telles qu'elles sont là. Et vous envoyez de la bienveillance à tout votre corps. Vous envoyez une bienveillance. Vous le comprenez. Vous savez que ce n'est pas toujours facile, mais qu'au-delà des difficultés, des obstacles, vous pouvez arriver à ressentir, au-delà de tous ces obstacles et difficultés, cette sensation de souffle, de présence, et de vous ménager ces petits espaces, temps de calme, de paix, de sérénité pendant lesquels vous vous ressourcez. Puis vous remerciez ce temps que vous êtes accordé, cette petite pratique que vous avez offert à votre corps, à votre esprit, à votre cœur.
Et doucement, vous ouvrirez les yeux. S'ils étaient fermés, vous pouviez tout à fait les garder ouverts ou fermés. Et voilà comment on a pu, avec un étirement, on va dire un enchaînement, une posture penchée, une posture redressée assise, associée à une respiration, puis une visualisation, modifier en l'espace de quelques minutes l'état dans lequel on est. Comment vous sentez-vous? Si Hervé peut rebasculer le diaporama. Merci beaucoup. J'aimerais faire une petite remarque, peut-être à l'attention d'autres patients des myélomes. Cet instant de respiration, de détente, de relaxation, de méditation en mouvement me met en contact avec mon corps, me montre ma santé, me donne l'impression d'une bonne santé, d'une excellente santé. Et je souligne que je suis malade de myélome depuis 10 ans. J'ai 5 traitements de myélome derrière moi, toujours en maintenance, et on est en train de parler du 6e. Mais là, pour l'instant de la pratique, j'étais dans mon corps, mon esprit connecté avec mon corps, totalement détendu. Je ne pense à rien d'autre que cet instant suprême de bien-être. Je ne me fais pas de soucis pour ma maladie, mes traitements. J'ai trouvé un moment vraiment où je fais le vide et c'est mon corps qui vit, comme vous l'avez dit. J'ai profité de la vie et j'essaie d'avoir ces sentiments en permanence. En permanence. Voilà. Ben voilà, on va de temps en temps se ressourcer, comme vous l'avez dit, et c'est exactement vraiment l'illustration de ce que l'on va à travers cette pratique avec cette combinaison d'outils qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont très simples, et plus on va vers la simplicité, et plus on va arriver à ressentir ce que vous venez d'écrire. Franchement, c'est émouvant, parce que c'est vraiment très, très beau, c'est dans la simplicité et la pureté. C'est vraiment ça ce vers quoi on va. Docteur, j'aimerais bien intervenir. Vous savez pourquoi? Parce que au moment où j'allais vous poser la question, il y a un participant qui la pose à ma place. Et c'est vrai que, voilà la question. La voix, enfin, c'est une question tout en étant une affirmation. La voix qui guide, hypnotique et douce, m'a permis enfin de me détendre. Je ressens du bien-être. Et c'est vrai que le fait que vous parliez et que vous nous aidiez à faire les respirations nécessaires, les étirements nécessaires, apporte énormément. D'où effectivement une réponse à une question qui est: est-ce qu'on peut faire du yoga seul? Oui, mais alors il faut avoir déjà une pratique derrière soi. Il faut déjà avoir été en cours avec un professeur. Et c'est vrai, moi je le reconnais, le fait que vous parliez, j'avais les yeux fermés pour éviter que l'environnement me gêne, eh bien, m'a beaucoup aidé. Alors, il est clair que le fait d'être accompagné pour mettre en place les outils est une aide. Et que lorsque l'on pratique, ce n'est pas étonnant, alors que ce sont souvent des exercices très simples qu'on préfère pratiquer ensemble et on va aller à un cours, à une séance, pour justement être encouragés les uns avec les autres et on va pouvoir souvent plus facilement le ressentir. Mais, si il est vrai qu'il est préférable d'être guidé, d'être accompagné. Aujourd'hui, on a aussi des aides multiples de plusieurs canaux, vous voyez, à travers cet écran. On peut aller s'aider aussi d'audio qui sont sur Internet. On peut s'aider de CD. Donc, il y a plein de possibilités qui vont s'enrichir les unes avec les autres. Mais, même si l'on est guidé, si on est accompagné, et c'est vrai que c'est souvent plus efficace tout de suite, cela ne dispense pas de pratiquer seul, régulièrement, chez soi, pour apprendre ce mécanisme qui fait qu'à un moment donné, on va être capable de le déclencher tout seul.
Et c'est ça, après, progressivement, et il faut falloir s'entraîner. Donc, on peut s'aider aussi d'un enregistrement qu'on a fait avec son enseignant, avec son professeur. Donc, et d'ailleurs, je peux vous inviter à aller sur le site de lidid.com, vous trouverez des audios qui pourront vous aider. Alors, pour terminer, parce que je vois qu'il n'y a plus qu'une ou 2 minutes, pardonnez-moi, je voulais cette diapo qui est là depuis tout à l'heure, elle montre combien, et vous l'avez dit, la conscience de ce qui se passe dans mon corps est déterminante. Pour nous, nous accordons une très grande importance à l'observation. Vous voyez, et c'est pour ça que les séances peuvent faire en consultation, en individuel, pour que le yoga thérapeute adapte au mieux par rapport à ce que vous ressentez. Et quand on parle de prise en compte des patients, le simple fait que le thérapeute pose cette question, comment vous sentez-vous? Quelle est votre réaction émotionnelle quand je vous dis telle ou telle chose? Quand vous prenez tel ou tel traitement? C'est tout simplement une petite phrase, vous voyez, miracle, qui permet de se sentir compris dans sa globalité, dans sa totalité d'être humain. Et des fois, il suffit de peu de choses, mais il est vrai que par nos technologies qui ne peuvent pas être mises en question, parfois, on n'a pas beaucoup de temps en tant que thérapeute, en tant que médecin ou en tant que technicien de poser cette question. Et c'est pourquoi on a parfois besoin d'autres espaces pour pouvoir en faire part. Et c'est pourquoi il y a des méthodologies qui permettent de nous aider à prendre conscience de ce qu'on ressent, de l'exprimer. Mais ce n'est pas uniquement l'exprimer, c'est le transformer de façon à ce que cet état dans lequel on est au départ soit un état de plénitude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour conclure, je dirais que vous voyez que ces exercices qu'on a faits, ils sont accessibles par tout le monde. Il n'y a pas de difficulté. On peut les adapter en plus, même s'ils sont difficiles. Que ces solutions-là, elles répondent vraiment à besoins et demandes, mais pas seulement des patients, aussi du corps médical. Moi, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on va présenter le yoga et la yoga-thérapie dans les cliniques, dans les hôpitaux, les équipes médicales sont enthousiastes parce que justement, on vient proposer une méthode qui ne se contente pas de dire il serait bien de prendre les gens dans leur globalité, il serait bien que les patients participent, il serait bien que l'on ait des méthodes alternatives au traitement médicamenteux. Là, on a la possibilité toute simple de prendre la personne dans sa globalité et en plus de l'impliquer et de la responsabiliser. Voilà, ce que je voulais dire, c'est tout simplement ça, vous voyez, mais vous avez été merveilleux parce que vous m'avez tracé la voie, vous avez parfaitement illustré par vos propos ce que le yoga peut nous permettre en tant que bien portant, mais aussi, bien sûr, en tant que patient, aussi en tant que patient qui suit des traitements qui sont souvent longs, qui peuvent avoir des inconvénients, et donc la meilleure acceptation, meilleur développement de ses ressources pour pouvoir justement le développer au mieux. Voilà. Nous allons, bien, écoutez, nous allons passer docteur, encore quelques minutes. Ah, c'est Hervé qui parle. Oui. Si vous le permettez, sachant que nous avons encore plus de 90 personnes qui sont présentes et qu'il y aura un replay, nous avons cette chance d'être encore avec vous quelques minutes pour poser quelques questions qui sont intervenues, notamment pour comparer ou différencier la yoga thérapie avec notamment la sophrologie, première question, avec le stretching, seconde question, avec le yoga indien, troisième question. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à ça et peut-être laisser voilà, parfait. Alors, nous vous écoutons, si vous voulez bien, Lionel, sur ces éléments de comparaison, de complémentarité, quels sont-elles? Alors, la sophrologie, déjà, c'est une méthode qui a été mise en place par Alfonso Caicedo, dont la femme, Colette, était professeure de yoga, et Caicedo est allé en Inde, il est allé à Jaipur, c'est un endroit dans lequel je me suis d'ailleurs rendu moi-même, dans l'ashram de Swami Anandanand, puis il a fait encore quelques voyages, et c'était dans les années 60-70, il a mis en place un système occidentalisé pour l'époque. Donc, il a simplifié, il y avait des niveaux, il incorporait du yoga, des techniques de yoga, de relaxation, et puis il a beaucoup développé les visualisations, les relaxations, les méditations, qui aussi étaient très en vogue à l'époque avec les différentes techniques qui faisaient intervenir les visualisations, aussi l'hypnose,
des méthodes comme celle-ci. Donc, c'est une méthode plutôt francophone, qui n'est pas très répandue dans le milieu anglo-saxon, donc qui est efficace, mais qui n'a pas été l'objet de nombreuses validations scientifiques, mais qui est bonnet blanc et blanc bonnet avec le yoga. Sauf qu'aujourd'hui, on en a un peu perdu la pratique posturale, et il y a moins d'implications corporelles, mais à développer plutôt les techniques de relaxation. Le stretching, à l'inverse, c'est une méthode qui est née aussi dans les années 80, 78-80, qui consiste à étirer le corps, et là encore, c'est tout à fait louable, puisque c'est le principe du yoga que d'étirer ce corps dans le respect de ses possibilités. Mais le yoga aujourd'hui, tel qu'on le conçoit, alors on parle du yoga indien, pour ma part, moi, mes enseignants, c'est Sri Mahesh, et Mahesh, c'est un Indien qui est venu en Europe dans les années 50, mais qui a fait toute sa formation dans le Karnataka, et c'était du yoga traditionnel indien. C'est lui qui a créé la Fédération française de Hatha Yoga en France. Il a créé également le CRCFI, le Centre de relations franco-culturelles indien. J'ai présidé cette école de formation pendant quelques années, dans les années 2000. Donc, c'est vraiment yoga traditionnel. Et c'est un yoga qui s'ancre profondément dans ses racines. Et vous voyez, je vous ai cité des ouvrages qui sont des ouvrages millénaires, 2000 ans, les Yoga Sutras, et qui, il faut le dire aussi à l'époque, c'est pas assez connu, c'est qu'à l'époque, il y a 2000 ans, le yoga était d'abord avant tout une méthode de méditation. Il y avait très peu de postures. Les postures sont venues au fil des siècles, mais c'était logique, parce qu'on s'est rendu compte que ce corps, il est partie prenante, et il est complètement intégré dans notre pratique. Voilà, donc il y a des distinctions, mais je dirais que peu importe, ce qui est important, c'est pas le flacon, c'est vraiment ce qui est contenu, que ce soit marqué yoga, sophrologie, stretching, si ça procède d'une démarche de prise en charge globale où la personne est intégrée dans sa globalité, il n'y a aucun problème et les progrès vont se faire sentir et les bénéfices vont être là, vont être au bout du chemin. Ou donc sur le chemin. Parce que le bout du chemin, il n'y a pas. Il continue. Très bien. Alors, peut-être aussi une autre question sur le site sur lequel des vidéos peuvent être consultées. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler de manière à ce que je puisse effectivement le mettre ici sur le chat? Alors, c'est institutyogatherapy.com, idit.com. ID, pardon? IDYT, institutyogatherapy.com. Et vous avez également yogaensemble.com. Tout attaché? Non, c'est yoga-ensemble.com. Yoga-ensemble.com et idit.com. Voilà, là vous avez deux sites où vous pouvez trouver soit des vidéos, soit des audios de yoga, de relaxation, de posture, de méditation. Parfait. Alors, écoutez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'en dire plus que les commentaires qui sont des commentaires. Je reprends juste Céline qui nous dit merci pour ce moment entre parenthèses. C'est exactement ça, un espace-temps agréable, bien partagé, sympathique. Voilà, super atelier, merci. Voilà, donc. Ce merci va permettre de clôturer, mais peut-être juste quand même un petit mot de chacun de nos intervenants ce soir. Alors, Lionel, si vous voulez commencer, et puis Raymond, et puis William. Alors, quelques mots pour conclure. Eh bien alors, puisque vous m'avez demandé de commencer, je peux vous dire que j'étais très heureux et très honoré de commencer ces ateliers et d'ouvrir la voie, j'espère, pour tous ces nombreux ateliers que vous allez faire et apporter ces espaces-temps de bien-être à tous les auditeurs. Vraiment, merci beaucoup pour ce temps partagé. Merci beaucoup, docteur Coudron. Et je dirais que c'était pas assez long, parce que j'aurais bien aimé être encore plus souple, chasser le stress, ça c'est important, avoir un peu plus de temps pour moi, gagner de la sérénité. Et je crois qu'effectivement, ça, on peut l'obtenir grâce au yoga. Donc, j'espère que vous reviendrez, que nous ferez une séance spéciale yoga, docteur Coudron. Avec plaisir. Parfait.
J'aimerais remercier au docteur Coudron également. J'ai eu le plaisir de pratiquer tous ensemble de nombreuses fois. C'est toujours un grand plaisir de le retrouver. Il travaille très très bien avec Corinne Lionel et Corinne, c'est ça? Et Corinne, oui. Voilà. Et j'encourage, j'invite tous les participants au MOOC de tenter votre chance. Hein. Essayez de faire du yoga, vous allez voir, ça change, je n'exagère pas, ça change la vie. Essayez. Eh bien, je terminerai simplement en disant que ce sont des petites choses. Moi, j'ai compris ce soir que ce n'était pas très compliqué. Et vraiment, je retiens cela et que ces moments de détente et de bien-être eh bien, sont plus facilement accessibles que je l'imaginais. Voilà, en tout cas, voilà. Merci, un grand merci à toutes et à tous et surtout aux participants. Rendez-vous sur le MOOC, vous aurez le replay et puis aussi sur le site et les sites qui ont été indiqués. Voilà, un grand merci. Bonne soirée et à bientôt. Merci Bonne soirée à tous. Merci pour